Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump donne l'impression d'abandonner l'Ukraine de Volodymyr Zelensky pour favoriser la Russie de Vladimir Poutine. Une rupture brutale qui entraîne un appel à la militarisation de l'Europe et de la France, un projet derrière lequel la majorité de notre classe politique se range volontiers, y compris les écologistes, au nom de la nécessité de mettre en place une économie de guerre. Selon l'expression d'Emmanuel Macron, on devrait accepter de bon cœur de laisser filer le modèle social français et les dépenses qui vont avec. Parce que, voyez-vous, la menace russe serait notre problème numéro un. Dans de nombreux médias, y compris classés à gauche, on a entendu un double refrain qui insiste sur la menace russe, tout en affirmant que le président américain Donald Trump serait sous l'influence de Poutine. De nombreux observateurs choisissent même de voir dans la guerre commerciale de Trump la main du Kremlin, puisque la Russie figure parmi les rares nations exemptes de toute punition tarifaire avec Cuba, la Biélorussie et la Corée du Nord. Un documentaire intitulé Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique, a récemment été diffusé sur France Télévisions. La droite américaine manipulée. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Trump téléguidé. Les Russes ont un dossier assez volumineux sur Donald Trump. Trump était une évidence, une cible parfaite. Il est manipulable à cause de son ego. Retour sur 40 ans d'infiltration. Nous savions quelque chose sur lui. Opération Trump, les espions russes à la conquête de l'Amérique. Il a permis par la suite de nombreuses reprises et débats sur divers plateaux, ainsi que des entretiens avec son auteur, le journaliste Antoine Vitkin. Suite à ça, bis repetita, des confrères classés à gauche ont fait ressurgir la thèse d'un Trump marionnette de Poutine. Rendez-vous compte, ils sont parvenus à retourner le parti républicain aux US. C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Si vous voulez creuser le sujet, c'était un sujet de préoccupation majeur des services de renseignement américains et du Congrès pendant le premier mandat de Trump, déjà. Mais là, avec la guerre en Ukraine, c'est évident pour tout le monde. Le président des États-Unis d'Amérique est sous influence russe et c'est sans doute le plus grand succès de l'histoire des services secrets russes. Ces gens-là ont été activés, par exemple, au Royaume-Uni pour faire campagne pour le Brexit. Et ça aussi, on peut le mettre au crédit des services russes, ça a plutôt pas mal marché puisque le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. En plus de leur relais dans les médias, les Russes disposent de hackers et de fermatrolls et leurs ingérences dans les dernières élections roumaines ont même provoqué l'annulation du scrutin. Mais tout ceci n'est-il pas, osons le mot, quelque peu complotiste? Dans son livre Les illusions perdues de l'Amérique démocrate, Chris DiPolitico Boy consacre un chapitre entier à la théorie du Russiagate, selon laquelle Trump aurait conspiré avec la Russie pour se faire élire en 2017. Il est revenu sur certains points dans sa newsletter Substack, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Avec lui, on a voulu entrer dans le détail de la relation Trump-Poutine et de tout ce qui se dit à ce sujet. Bien entendu, il n'est pas question ici de voler au secours du leader russe, mais d'être vigilant sur nos propres biais qui peuvent nous amener à nous enrôler en des combats incertains. Salut Chris. Salut Théophile. Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce à quoi les Américains font référence lorsqu'ils parlent de Russiagate et d'où vient cette théorie du complot russe? Oui, alors le Russiagate, en fait, c'est comme ça que les Américains ont désigné cette théorie du complot qui, en fait, démarre pendant la campagne présidentielle de 2016, lorsque Wikileaks publie des emails qui ont été volés au Parti démocrate. Et tout ça dans un climat où Trump se détachait un peu du discours normalisé, entre guillemets, puisqu'il proposait plutôt un rapprochement avec la Russie sur les questions diplomatiques à cette époque, ce qui était un peu en rupture pour se décaler aussi de Clinton, qui était, elle, perçue comme quelqu'un de belliciste et de très interventionniste. Et ensuite, l'affaire a vraiment explosé dès que Trump, en fait, est arrivé à la Maison-Blanche, parce qu'il y a eu des fuites qui ont été organisées par différents acteurs de la sphère du renseignement américain et qui ont été reprises dans la presse. Et ces fuites-là ont construit un récit comme quoi Trump était sous l'influence de Poutine, qui avait une collusion entre lui et la Russie pour le faire gagner les élections. Et en particulier, tout ça a été construit autour d'un dossier, donc le fameux Steele dossier du nom de Christopher Steele, qui est un espion britannique, qui avait été embauché par une firme qui travaillait pour la campagne d'Hillary Clinton. Et donc son travail, c'était de compiler un dossier compromettant sur Trump.
Et en fait, ce dossier qui comportait beaucoup de choses fausses et par ailleurs des choses qui étaient disponibles dans la presse, qui étaient connues du grand public, mais toutes les allégations on pouvait facilement voir qu'elles étaient fausses. Et malgré le fait que le FBI avait conscience que ce dossier n'était pas crédible, ils ont donné du crédit au dossier en faisant fuiter des rencontres qui avait eu lieu entre Trump et justement les représentants du FBI et de la CIA pour le mettre au courant de l'existence de ce dossier. Donc du coup, la presse s'est saisie de ça en traitant le dossier Steele comme quelque chose de crédible. Et c'est ça qui a lancé toute l'affaire du Russiagate, ce qui a ensuite poussé le département de la justice, qui a été alors piloté par quelqu'un qui avait été mis en place par Obama, à ouvrir une enquête pour établir quels étaient les liens entre Trump et la Russie. Et donc, c'était l'enquête du procureur spécial Mueller, donc Robert Mueller, qui est en fait un ancien cadre du FBI, connu pour ses grandes compétences. Et donc, il a disposé pendant 22 mois comme ça de dizaines d'agents et plus de 20 millions de dollars de budget pour faire une enquête tentaculaire, pour essayer de savoir et clairement quel avait été le rôle de la Russie dans les élections en termes d'interférence et à quel niveau Trump était impliqué. Alors, le Russiagate avait fait beaucoup de bruit et d'impact au cours du premier mandat de Donald Trump. Dans une étude fouillée de 2023, la Columbia Journalism Review, qui est très prestigieuse, a épinglé une couverture médiatique considérée comme biaisée, conspirationniste et désastreuse du sujet. Peux-tu nous rappeler les principales allégations de cette théorie du complot qui est pointée par cette revue très sérieuse? Oui, donc en fait, c'est tout le Russiagate. Donc il y a 3 gros thèmes. Il y en a 2 qui sont relativement peu remis en cause. C'est d'abord le fait que la Russie aurait été à l'origine des piratages des serveurs informatiques démocrates, ce qui aurait ensuite transmis ces emails volés à Wikileaks, qui les aurait donc publiés. Enfin, ça, c'est sûr que c'est Wikileaks qui les a publiés. Et ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la fameuse campagne d'influence par les réseaux sociaux qui aurait été conduite par la Russie pour justement faire un peu pencher la balance et faire la campagne de Trump. Et finalement, c'est le point qui a été le plus au centre de la vie politique américaine pendant 2 ans, c'est le fait que Trump aurait conspiré avec la Russie, qu'ils se seraient mis d'accord pour justement coordonner ses efforts, pour le faire élire, avec derrière l'idée que Poutine aurait un dossier sur Trump, un compromat, comme on dit, qui lui permettrait de manipuler Trump. Et donc cette idée que Trump serait soit par la contrainte, soit de bonne volonté, mais en tout cas serait un agent russe ou quelqu'un sous influence russe. Donc c'est ça les trois gros piliers du Russiagate. Alors, commençons par l'ingérence russe via le piratage des emails d'Hillary Clinton, car c'est a priori ce que tout le monde considère, enfin beaucoup de monde considère comme une théorie, comme un fait indiscutable. Qu'en est-il vraiment ? Oui, alors c'est quand même assez probable que ça soit la Russie qui soit derrière ça. Quand on lit le rapport Mueller, il y a tout un détail sur comment les différents organes russes de renseignement ont organisé des tentatives de piratage d'ailleurs assez basiques. Hein. C'est des emails de phishing, comme on dit. On demande d'entrer son mot de passe pour vérifier un truc. Et donc, si on le fait, après, le mot de passe, il est récupéré par les pirates. Ils peuvent du coup s'introduire dans les serveurs. Donc, c'est pas des choses très élaborées, mais c'est ça qui aurait été fait par les Russes. Après, et donc, tout ça, toute la procédure, comment ils ont fait, comment ils ont contacté Wikileaks, c'est détaillé dans le rapport Mueller. Après, il y a quelques zones d'ombre qui font que certaines personnes mettent ça en cause. La première, c'est qu'il n'y a pas de preuves formelles qui ont été fournies par le FBI et donc par Mueller. C'est des assertions, mais il n'y a pas d'éléments concrets permettant de vérifier que ce qu'ils disent est vrai. Ensuite, il y a le fait que Julian Assange, donc le fondateur de Wikileaks, a toujours nié que c'était la Russie qui lui avait fourni les emails. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il dit la vérité, et il n'a pas été interrogé par Mueller, ce qui est un peu bizarre aussi, parce que Mueller a interrogé plus de 2000 personnes, donc il a des centaines, des milliers de procès-verbaux, mais il n'a pas voulu interroger Julian Assange. Donc du coup, on n'a pas son témoignage à lui. Ensuite, il y a le fait qu'on sait que le FBI n'a jamais eu accès au serveur du Parti démocrate pour vérifier, pour faire l'analyse de ce qu'on appelle la force sonique, donc pour voir
qui s'est introduit les serveurs, à quel moment, d'où ça venait. Tout ça, ça a été fait par le sous-traitant au Parti démocrate, dont le président est un proche d'Hillary Clinton. Et cette personne a témoigné sous serment au Congrès, et le témoignage a été rendu public, a été déclassé plus tard, après le rapport Mueller. Et donc, dans ce témoignage, cette audience au Congrès, il affirme qu'il n'est pas en mesure de confirmer la date de la fuite des emails en dehors du serveur démocrate. Donc, ils n'ont pas la preuve concrète du moment. Ils ont des preuves, selon eux, comme quoi il y a quelqu'un qui est venu dans les serveurs, mais ils n'ont pas pu identifier le moment où les informations sont sorties. Donc, du coup, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le rapport Mueller, où en fait, il n'est pas dit à quel moment les informations sont sorties. Et il y a même une phrase qui dit quelque chose du genre: il est possible que ce soit des personnes qui se soient rendues physiquement aux États-Unis qui aient récupéré, donc ça aurait été par une clé USB ou quelque chose comme ça, les informations. Donc il y a un peu un flou sur le point particulier de quand est-ce que les informations sont et comment elles ont quitté les serveurs démocrates pour aller vers les pirates qui ensuite les auraient fournis à Wikileaks. Et il y a aussi un flou sur une partie du transfert des emails à Wikileaks. Mueller ne sait pas non plus exactement comment ça a été opéré, si ça a été opéré par transfert par Internet ou si ça a été des transferts physiques. Donc il y a comme ça des choses, du coup, des éléments qui manquent de preuves pour vraiment aller au fond de l'affaire. Et après, il y a du coup des doutes qui s'installent sur le fait que ce soit clairement les Russes qui ont récupéré les emails qui ont été eux-mêmes diffusés par Wikileaks. Alors, il y a aussi la fameuse campagne d'influence sur les réseaux sociaux et les 187 millions d'Américains qui auraient été exposés aux posts Facebook suscités depuis la Russie, plus les meetings de campagne organisés par la Internet Research Agency, une ferme à trolls russe financée par un oligarque proche de Poutine. Ça fait également partie du pack de cette théorie. Tu as des éléments qui affaiblissent tout cela. Là, disons que c'est assez clair qu'il y a eu des personnalités, des Russes qui ont fait des campagnes d'astroturfing, donc d'influence sur les réseaux sociaux au moment de la campagne. La question, c'est plus de savoir à quel niveau ça a eu un impact, est-ce que c'était vraiment quelque chose de sérieux. Donc là, il y a quelques éléments qui permettent de nuancer un peu encore ce récit. Le premier, c'est dans le rapport Mueller, justement, et il est clairement dit qu'il n'y a pas de lien établi entre cette entreprise russe, donc l'Internet Research Agency, et le Kremlin. Ils n'ont pas pu prouver ou montrer qu'il y avait que c'était coordonné, quoi. Donc ça aurait pu être juste des Russes de leur côté qui ont voulu faire ça. Ensuite, Facebook, quand la première fois qu'ils ont témoigné sur cette affaire, ils ont dit, leur analyse, c'est que c'était une opération commerciale. Le but, c'était pas du tout politique, d'influence, etc., mais c'était de gagner de l'argent, tout simplement. Et donc, c'est après coup, quand il y a eu des pressions et que l'affaire a pris de l'ampleur dans les médias, qu'ils ont commencé à dire, bah oui, c'est sûrement une opération d'influence. Donc ça, c'est sur les aspects comme ça, le lien vraiment, est-ce que c'est la main de Poutine, etc. ou pas. Ensuite, il y a l'impact. Donc là, souvent, dans le documentaire en particulier, on dit, oh là là, 180 millions d'Américains ont été exposés à la propagande russe, c'est énorme. En fait, c'est des impressions. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des vues, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ont vu ça. Et donc, il y avait un article de la BBC à l'époque qui était sorti, qui expliquait que, en fait, c'était en gros 29 millions de personnes, et non pas 181 millions, qui ont vu les posts. Et les avoir vus, ça ne veut pas dire qu'ils ont regardé, ça veut juste dire qu'ils ont été dans leur fil. Et donc, une grande partie de ces gens-là sont des gens qui, de toute façon, ont voté Trump. Donc, ça remet en perspective comme ça, par rapport au volume d'activités sur Facebook quotidiennes aux États-Unis. Là, on est sur une proportion. C'est ce que la BBC parlait de gouttes d'eau dans l'océan. Donc, ça permet de remettre les choses en perspective. Ils ont dépensé de l'argent pour ces campagnes, $100 000. Encore une fois, le lobby américain pro-Israël AIPAC, en 2024, c'est $100 millions pour influencer les élections. Et c'est légal. Donc là, c'est des dépenses légales. A priori aussi, on a le droit d'acheter de la publicité sur Facebook, mais c'est un niveau beaucoup moins élevé de dépenses. Et si on remet ça au budget des campagnes, qui se chiffre en milliards, on est encore une fois sur des quantités négligeables. Donc c'est ça qui fait qu'on est sur des choses quand même pas très importantes. Alors enfin, il faut dire que tous ces chiffres-là, c'est entre 2015 et 2017, l'été 2017, donc ça couvre au-delà de la campagne en fait. Donc une partie de la propagande a eu lieu après les élections, une bonne partie même.
Et depuis, il y a eu un rapport de la RAND Corporation, donc qui est un sous-traitant du Pentagone, donc qui fait beaucoup d'études pour le Pentagone, pour la défense américaine. Et la conclusion de cette étude qui est sortie en 2022, c'est que, donc la citation, si je la traduis grossièrement, c'est la machine de désinformation russe n'est pas si bien organisée et n'est pas bien financée, contrairement à ce que les médias tendent à dire, et ses effets restent incertains. Donc ça permet aussi de mettre en perspective l'idée que les Russes auraient vraiment piloté une grosse opération pour faire pencher la balance en faveur de Trump. Alors venons-en maintenant au cas le plus central, celui de l'insertion de Trump dans un dispositif russe supposé. Le documentaire Opération Trump construit tout un faisceau d'indices pour suggérer que Trump est sous l'influence de Poutine, à commencer par son séjour en Russie en 1987. À son retour, Trump achète des pages de publicité dans les grands quotidiens américains pour s'attaquer à la politique étrangère de Reagan et passer à CNN où il critique l'OTAN. Il est également passé à CNN pour critiquer l'OTAN. Est-ce que ce n'est pas une preuve de non seulement sa compromission, mais de l'ancienneté de sa compromission, Chris? Ouais, donc ça, c'est un élément qui a beaucoup de force, je trouve, dans le documentaire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop le contexte, on peut se dire, ah ouais, en fait, Trump était compromis depuis les années 80. Mais en fait, quand on regarde bien dans les faits, d'abord, le fait que le KGB donc, est tenté, comme ça, comme il fait avec beaucoup de milliardaires, d'hommes d'affaires importants, de les inviter, de les influencer, c'est probable. Il y a pas... Mais alors, après, il faut voir quelles ont été les conséquences. Donc, les fameux... ce qui est mentionné dans le documentaire, c'est cette interview à CNN et ces pages de publicité qu'il a payées dans les quotidiens. En fait, quand on lit la page de publicité, il n'y a pas une seule fois l'OTAN n'est mentionné. Tout était tourné sur le Japon, en particulier, qui était l'obsession de Trump à l'époque, parce que comme maintenant c'est la Chine, c'est l'idée que le Japon arnaquait les États-Unis, entre guillemets, parce qu'il avait des conditions de commerce international plus favorables, du coup il pouvait vendre ses produits facilement, etc., qu'il abusait en gros de la bienveillance américaine en termes de commerce international. Donc ça, c'était l'obsession de Trump, et donc c'est de ça qu'il parle surtout dans cette publicité. Et il mentionne aussi les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite. Mais il ne parle pas du tout de l'OTAN. Donc du coup, ça n'a pas tout à fait, on ne voit pas vraiment le lien direct avec la Russie. Et dans l'interview à CNN, en fait, il parle 20 fois du Japon. Donc il parle beaucoup de cette histoire de commerce avec le Japon. Et l'OTAN, en fait, ça arrive à un seul moment dans l'interview de 20 minutes. C'est quand il y a un auditeur qui lui demande et l'OTAN, alors qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il répond oui, l'OTAN, c'est aussi un truc. On dépense beaucoup d'argent et ça devrait être les pays de l'OTAN qui devraient nous payer plutôt que nous qui les payons. Et il passe après à autre chose. Donc, c'est pas vraiment au cœur de son discours. Et apparemment, à l'époque, il réfléchissait à être candidat. Donc, du coup, tout ça, c'est pas forcément lié du tout à son passage en Russie à l'époque. Et il faut savoir que même si ça a un lien, le lien, ça peut être simplement qu'en fait, il voulait plaire aux Russes pour pouvoir signer un deal après avec eux pour construire une tour. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a été influencé ou manipulé par les Russes. Alors ensuite, dans les années 1990 et 2000, Trump vend des appartements à des mafieux russes et fait des affaires avec des oligarques russes, ce qui alimente, une fois de plus, la thèse des liens financiers anciens. Ouais, c'est ça. On a beaucoup entendu parler du fait que Trump serait lié financièrement à la Russie, mais en fait, il y a différents éléments. D'abord, il faut savoir qu'à l'époque, quand on était promoteur immobilier à New York, oui, forcément, il y avait l'argent de la mafia russe qui arrivait. C'était un peu... surtout, c'était après l'effondrement du mur et de l'URSS. Donc oui, on ne pouvait pas vraiment... disons que c'était assez évident que ça allait être le cas. Ce n'est pas spécifique à Trump. Ensuite, il faut savoir que le New York Times, ils ont tenu toutes les déclarations d'impôts de Trump de cette période. Et ils ont même écrit noir sur blanc dans un de leurs articles qui était sorti juste avant les élections de 2020, qui n'avait trouvé aucun élément pouvant suggérer que Trump aurait eu des liens cachés avec la Russie qui n'étaient pas déjà connus. Et j'ai retrouvé un article aussi de Vox, qui est un média classé à gauche, pas radical, mais pas loin, et donc qui avait fait toute une analyse des liens financiers avec Trump à l'époque du Russiagate, justement, en 2018. Et la conclusion, c'est qu'il n'y avait pas de raison particulière de penser que les liens financiers de Trump avec la Russie étaient différents de ceux qu'il aurait avec l'Argentine, et que du coup, il n'y avait pas de raison de penser que Poutine aurait plus d'influence que le président argentin sur Trump, à partir juste du point de vue financier. Et enfin, Robert Mueller, dans son rapport, il a aussi étudié les liens
potentiel de Trump avec les banques russes, etc. Et il n'a rien trouvé non plus. Donc, c'est quand même un élément assez faible pour accaparer Trump, alors que par ailleurs, récemment, il y a des liens très forts de sa famille avec, par exemple, l'Arabie Saoudite. Donc, on est sur deux poids, deux mesures là. L'Arabie Saoudite qui investit des milliards dans ses golfs et les tournois de golf auxquels il participe, et qui a recruté son gendre pour qu'il gère un fonds d'investissement saoudien qui gère en gros 4 milliards de dollars d'actifs. Donc on est sur des niveaux totalement différents en termes de montant. Alors on en arrive donc à la campagne présidentielle de 2016. Ici, les arguments tiennent au fait que de nombreux collaborateurs de Trump avaient des liens présumés avec la Russie et ont été inculpés par le procureur Mueller, les conseillers Carter Page, George Papadopoulos, Michael Flynn, son directeur de campagne Paul Manafort et son avocat Michael Cohen. Donc en gros, il serait difficile de prouver une collusion, mais les faits seraient accablants, comme le montrerait la lecture du rapport Mueller. Ouais, alors le rapport Mueller, c'est amusant hein, parce que c'est un rapport, c'est un peu un test de Rorschach, je crois, je ne sais plus comment on prononce en français. En gros, on peut y voir un peu ce qu'on veut, quoi. Donc les gens qui sont très pro Russiagate, en gros, ils vont dire ah ouais, c'est accablant, tous les réunions qu'il y a eu, les détails, tout ça. Et puis les autres vont dire mais non, il n'y a rien parce qu'à chaque fois la conclusion de Mueller, c'est on n'a pas pu établir une collusion, on n'a pas pu établir un lien entre la campagne et entre tel individu et les Russes, etc. Donc du coup, c'est un peu chacun il voit un peu ce qu'il veut y voir dans ce rapport. Mais quand même, il faut savoir qu'il y a un élément du rapport, donc je crois que c'est la page 144, on pourra le mettre en lien dans la description, mais il y a une phrase clé pour moi qui dit, en gros, c'est une fois que Trump a été élu, il y a eu une réunion au Kremlin et Poutine a demandé aux oligarques qui étaient là, bon, comment on fait pour parler à Poutine. Et donc en gros, ce que Mueller écrit noir sur blanc, c'est que ni Poutine ni les oligarques russes ne savaient comment parler à Trump ou ses conseillers. Donc il n'y avait aucun lien à ce moment-là qui était établi. Ils ne savaient pas comment le joindre. Et on peut faire confiance à cette partie du rapport parce que ça repose a priori sur des sources qui ont été aussi celles qui ont permis au renseignement américain après de savoir exactement quand est-ce que Poutine allait envahir l'Ukraine. Donc c'est vraiment du solide. Et là, on voit clairement qu'il n'y avait pas de lien entre la campagne de Trump et la sphère d'influence russe au moment où Trump arrive à la Maison-Blanche, donc 2 mois après son élection. Alors, Chris, Antoine Vitkin, l'auteur du documentaire, parle pourtant d'agents russes en évoquant les conseillers de Trump. Et pour nous faire notre propre idée, pour nous renforcer dans cette conviction, il nous encourage à lire le rapport Mueller. Oui, ça me surprend un peu qu'il insiste là-dessus, parce qu'en fait, son documentaire est à charge et il ne donne pas les éléments qui permettent de disculper tous ces conseillers. Donc il en cite 5 et c'est vrai que si on met comme ça donne l'impression de faire une sphère de gens qui auraient des liens avec la Russie. Et donc l'accumulation d'indices ferait que, en fait, si on les prend un par un, donc d'abord Carter Page, c'était un consultant en énergie qui donc travaillait en Russie avant de rejoindre la campagne Trump. C'était un conseiller de bas niveau. Et donc lui, il a été écouté de manière... en fait, ça a été jugé illégal après, ou des abus de pouvoir par les contre-enquêtes. Parce qu'il faut savoir que dans le Russiagate, il y a le rapport Mueller, et après, il y a eu 2 rapports qui ont été écrits ensuite par le département de la justice et le FBI pour voir justement pourquoi est-ce qu'ils s'étaient plantés dans leur enquête initiale, pourquoi ils s'étaient lancés dans une enquête aussi énorme sur des accusations fausses. Donc du coup, et c'était à la demande de Trump. Donc du coup, il y a 2 rapports, c'est le rapport Horowitz et le rapport Durham, qui regardent qu'est-ce que le FBI a fait pour réunir ces preuves, comment il a fait. Et donc, c'est là qu'on voit que Carter Page, en fait, pour justifier de le mettre sur écoute, ils ont utilisé le dossier Steele, donc le fameux de Christopher Steele, qui est donc quelqu'un qui a été payé par Hillary Clinton pour faire ce dossier, et dont les sources du dossier disaient elles-mêmes au FBI que c'était des délires qui avaient été racontés en buvant un verre et que c'était pas du tout sérieux. Donc on savait très bien que c'était un dossier bidon, et pourtant le FBI l'a utilisé pour convaincre les juges d'autoriser l'écoute de Carter Page. Et Peter Strotz, donc, qui est le responsable du FBI, qui est beaucoup cité justement dans ce documentaire, qui gérait cette enquête, il a dit par les textos qui ont été révélés ensuite à sa copine, qui était aussi travaillait aussi pour le FBI, il a dit ouais, en fait c'est vide, quoi, il n'y a rien sur Carter Page. Il a dit there is no there, ça c'est la phrase. Et par contre, dans ces textos qui ont été rendus publics, on voit
que cette personne, Peter Strotz, il avait dit, oui, il y a des textos, il dit en gros, il faudrait qu'on coince Trump, quoi. Et donc, on voit qu'il avait un biais anti-Trump dès le début, et qu'il savait dès le début que Carter Page, c'était pas vraiment un individu lié à la Russie. Et pourtant, ils ont fait 4 demandes successives de mise sur écoute. Donc, il a été mis sur écoute pendant quasiment un an, pour rien, en fait. Donc, sans qu'il trouve d'éléments compromettants. Ensuite, il y a George Papadopoulos, lui, ce serait celui qui aurait déclenché l'enquête du FBI dès l'année 2016, parce qu'il avait été approché par quelqu'un qui lui avait dit les Russes ont un dossier compromettant sur Clinton. Et donc là, c'est pareil. Il a été inquiété par le rapport Mueller, mais ils n'ont pas réussi à établir qu'il avait agi de manière illégale. Et surtout, il y a un témoignage, une audition au Congrès d'un des responsables du FBI de l'enquête, Andrew McCabe, qui dit au Congrès que Papadopoulos n'avait pas de lien avec la Russie, que c'était pas une bonne piste, quoi, que c'était une piste qu'il fallait abandonner parce que il n'était pas lié à la Russie, et donc c'était pas par ce biais-là qu'il pourrait établir un lien avec Trump. Donc en fait, c'est des choses qu'on savait avant même la sortie du rapport Mueller, mais qui n'avaient pas été révélées au grand public. Ensuite, il y a Michael Flynn. Donc lui, c'est un général à la retraite qui était donc qui a été nommé conseiller de Trump pendant la transition entre l'élection et la prise de pouvoir, et il a été mis sur écoute illégalement, et dans un par ricochet, il a été écouté par ricochet parce que les services secrets écoutaient quelqu'un d'autre à qui il a parlé, et donc il parlait à l'ambassadeur russe, et il a parlé de 2 choses, c'est de dire paniquez pas sur les sanctions qu'Obama est en train mettre sur la Russie quand Trump va arriver au pouvoir, on regardera ça de plus près, donc vous commencez pas à vous énerver. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre, c'est un futur responsable de la diplomatie américaine qui parle à un diplomate russe. Et il a aussi parlé surtout du fait qu'il voulait que la Russie mette un veto sur une résolution de l'ONU pour Israël, puisque Obama refusait de le faire. Donc en fait, c'est surtout là une histoire, plutôt une compromission avec Israël, si on veut vraiment trouver une compromission quelque part. Et donc Michael Flynn ensuite a été interrogé par le FBI, et on a vu les révélations ont montré que les agents du FBI qui l'ont interrogé, premièrement, ont admis qu'il n'avait pas menti ou qu'il avait été très coopératif, et deuxièmement, qu'en gros, ils étaient là pour le piéger, quoi. Donc, ils essayaient de lui faire dire des choses fausses pour ensuite pouvoir l'inculper pour mensonge au FBI. Et donc, cette affaire les poursuites ont fini par être abandonnées, mais c'est encore une fois un abus de pouvoir du FBI sur un proche de Trump qui a débouché sur rien du tout. Ensuite, il y a Paul Manafort, donc c'était son ancien directeur de campagne. Donc là, c'est encore plus fort parce que c'est Politico qui a rapporté ça, donc Politico qui est un site très sérieux, mais aussi qui n'est pas du tout pro-Trump, hein, qui a montré qu'il y a eu une collusion en fait entre des responsables ukrainiens à l'époque, avant l'élection de Zelensky, donc, et qui ont justement approché la campagne Clinton pour leur donner des éléments compromettants sur Manafort, qui en fait a fait du blanchiment d'argent ou de la fraude fiscale dans ses affaires avec l'Ukraine qu'il avait depuis un moment. Et il a parlé à quelqu'un qui avait été caractérisé au départ comme un agent russe, mais qui en fait était un informateur de la CIA, selon le rapport du Sénat, qui est sorti aussi. Donc tout ça, c'est un peu compliqué, hein, je suis désolé, mais c'est pour voir que chaque fois qu'on creuse un peu, en fait, ça colle pas, quoi. Et le dernier, c'est Michael Cohen, et lui, donc, lui, c'était l'avocat de Trump, donc, qui a coopéré avec Robert Mueller. Donc, c'était en gros celui dont on pensait qu'il avait tous les dossiers sur Trump et que ça allait donc être dévastateur pour Trump. Et en fait, pas du tout. Lui, il a écopé de peine de prison dans l'affaire Stormy Daniels. Donc, c'était une histoire de violation des règles de campagne électorale, de financement de campagne électorale, parce qu'il a payé. Il a fait des paiements illégaux pour étouffer une affaire, mais qui n'a rien à voir du tout avec la Russie. C'est une histoire de Trump qui aurait couché avec une actrice porno. Donc on est vraiment sur autre chose. Et c'est la seule chose qu'ils ont trouvée sur Cohen pour le mettre en prison. Et donc voilà, on arrive là. Donc en fait, on voit qu'il n'y a rien il y a rien du tout qui est établi entre Trump et la Russie. Alors, si on met quand même tous les indices bout à bout, ne peut-on pas penser que la Russie a un compromat sur Trump ou que ce dernier a conspiré avec les Russes?
Bah oui, c'est toujours la chose qui ressort, c'est il a passé des nuits d'hôtel en Russie, donc ils ont peut-être un truc, une vidéo qu'ils auraient fait de lui. D'ailleurs, ça vient beaucoup du dossier Steele, hein, ces idées. Alors, il y a quand même à dire qu'une chose, c'est Fiona Hill, donc, qui est un peu l'experte américaine sur la Russie, qui a travaillé pour Obama et Bush, entre autres, qui a témoigné au Congrès qu'elle pensait, elle était convaincue que la Russie n'avait rien sur Trump. Et que Trump agissait parfois montrait des sympathies envers Poutine ou avec la Russie. Euh, Parce que simplement, c'est des convergences idéologiques, tout simplement. Et qu'il aime bien les hommes forts, les dictateurs. Lui en est un aussi, par beaucoup d'aspects, Trump, un autocrate en tout cas. Donc du coup, il a des affinités avec ce type de pouvoir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est même s'il y avait eu un dossier compromettant, il faut rappeler que Trump, quand même, en 2016, pour la campagne, il y a une vidéo de lui qui est sortie où il se vantait d'attraper les femmes par les parties génitales. Et en 2020, on l'a vu en direct à la télévision en train de tenter un coup d'État en encourageant ses partisans à dévaster le Capitole. Donc si les Russes avaient quelque chose pour le faire chanter, ça serait difficile de faire pire que ces deux éléments. Donc il y a pas vraiment, c'est pas vraiment sérieux en fait de penser que les Russes le tiendraient par un dossier comme ça. Et sur la question de la corruption, tu dis que finalement il y a une autre piste. Bah oui, c'est-à-dire si on veut vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'argent, quoi. C'est-à-dire que si on veut regarder qui corrompt Trump, Elon Musk, 250 millions de dollars de dépensés pour sa campagne en 2024. L'Arabie Saoudite, des milliards investis dans comme je disais à l'instant. Donc, c'est pas du tout du côté de la Russie qu'il faut regarder parce que les ordres de grandeur sont pas les mêmes. Alors Chris, l'argument massu des partisans de la théorie du complot russe consiste à décrire la politique de Trump comme pro-Poutine. Et dans le même temps, tous les faits qui s'écartent de cette grille de lecture, comme la preuve que Trump, pour éviter de donner corps à cette thèse, prend soin de prendre des décisions allant parfois à l'encontre des intérêts russes, finalement finissent par participer à cette théorie. Que peut-on dire sérieusement de la politique étrangère de Donald Trump, premier et second mandat? Ouais, en fait, le premier mandat, il faut voir que c'est quand même une rupture avec la position un peu conciliante qu'avait Obama. C'est-à-dire que d'abord, il a rajouté des sanctions sur la Russie au lieu d'en enlever. Ensuite, il s'est retiré de l'accord nucléaire iranien. Donc, l'Iran, c'est le grand allié de la Russie. Et la Russie était vraiment contre ce retrait puisqu'ils faisaient partie de cet accord sur le nucléaire iranien qui avait été signé sous Obama. Donc déjà, ça, c'est des coups durs à porter à la diplomatie russe. Trump a aussi soutenu une tentative de coup d'État au Venezuela. Donc le Venezuela est encore un allié russe, surtout à l'époque. Et puis, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait l'État islamique, la révolution en Syrie, Assad. Et donc, les Russes avaient déployé des troupes en Syrie pour défendre Assad. Et Trump les a bombardés à un moment donné, suite à une histoire il me semble de mémoire que c'était des accusations d'utilisation d'armes chimiques. Donc il a bombardé un aéroport où il y avait des soldats russes stationnés d'ailleurs. Donc c'est pour dire jusqu'à où il est allé. Et il a déployé des soldats américains dans une partie du territoire syrien. Et quand on lui a demandé est-ce que vous allez les retirer, il a dit non, ils restent pour garder le pétrole. Donc c'est Trump qui aime bien dire les choses telles qu'elles sont au mieux de parler de démocratie, etc. Donc tout ça va à l'encontre des intérêts russes. Ensuite, Poutine voulait renouveler différents accords de non-prolifération nucléaire sur les missiles balistiques de moyenne portée. Il y avait aussi le traité Open Sky qui permettait d'espionner les différentes installations. Donc tout ça, c'est des traités bilatéraux qui avaient été signés pendant la guerre froide et qui devaient être renouvelés. Et on a vu que Poutine avait demandé à ce que ces traités soient re-signés. Trump a refusé. Donc encore une fois, et à la place, il a dit qu'il allait développer de nouvelles armes nucléaires, donc relancer un peu la course aux armes nucléaires. Donc tout ça va à l'encontre de la position russe. Après, il y a encore deux autres lignes rouges pour les démocrates. La première, c'était de donner des armes lourdes à l'Ukraine, ce que Obama avait refusé de faire et ce que Trump a fait en autorisant plusieurs livraisons. Et enfin, il y avait l'histoire du Nord Stream 2, donc c'était le gazoduc qui devait relier la Russie à l'Allemagne. Et là, Trump a d'abord sermonné les Allemands comme quoi c'était n'importe quoi d'acheter du gaz russe. Et il a ensuite pris des dispositions pour essayer d'empêcher que le pipeline soit mis en service. Et c'est sous Biden que les démocrates ont ensuite tenté, que Biden a demandé à ce que les sénateurs démocrates votent contre une proposition de loi
des sénateurs trumpistes qui visaient à bloquer la mise en service du Nord Stream. Donc en gros, les démocrates voulaient que le gazoduc russe fonctionne et Trump voulait qu'il ne fonctionne pas. Donc on voit quand même là qui est-ce qui est en train de défendre les intérêts russes à ce moment-là. Alors bien sûr, la position des démocrates, c'était parce qu'ils ne voulaient pas déranger les Allemands et parce qu'il y avait les tensions en Ukraine, ils ne voulaient pas rajouter des tensions à ce niveau-là. Donc il y avait des raisons, mais c'était des positions différentes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que Trump a fait tout un chantage aux pays de l'OTAN pour qu'ils augmentent leur budget de défense et qu'ils déploient de nouvelles troupes à la frontière russe. Donc tout ça, ça fait que le premier mandat de Trump n'a pas été du tout dans le sens de servir les intérêts russes. Et d'ailleurs, les gens qui défendent la théorie du complot, ils vont dire, bah oui, mais ça c'est parce que, en fait, comme Trump savait que Poutine l'avait aidé à être élu, il ne voulait pas faire des choses qui iraient dans le sens de Poutine, parce que sinon on l'accuserait, ça validerait cette théorie. Donc c'est un peu dans tous les cas, on perd, quoi. C'est-à-dire que la logique est assez les pieds sur la tête, quoi. Et donc le second mandat, c'est difficile de dire. Le début, c'est sûr que sur l'Ukraine, il y a eu un gros revirement, mais qui peut en partie se comprendre du fait que en fait, la base électorale trumpiste est extrêmement remontée, est devenue pro-russe, est remontée contre l'Ukraine à cause de toute cette théorie du complot russe qui a pourri le premier mandat de Trump, entre autres. C'est un des éléments, c'est pas le seul élément, bien sûr. Et là, on voit que Trump parle d'attaquer l'Iran et de bombarder l'Iran. Il est très sérieux à ce niveau-là. Et donc, s'il faisait ça, ça serait encore une fois quelque chose qui irait totalement à l'encontre des intérêts russes. Donc, même si sur l'Ukraine, il est en train de lâcher l'Ukraine, c'est évident, et qu'on peut dire qu'il fait la politique de Poutine, il faut quand même aussi voir les choses dans leur ensemble avant de tirer des conclusions hâtives. En plus, il veut éviter la convergence Russie-Chine, il l'avait déjà dit en 2015, etc. On peut noter son mépris pour Zelensky et ses affinités idéologiques avec Poutine, mais ça n'épuise pas tout le débat. C'est ça, on peut très bien comprendre ces positions sans faire intervenir le complot russe, l'influence russe, et sans exagérer la capacité russe à manipuler les dirigeants américains, en fait. Alors, est-ce qu'on exagère, notamment en France, Chris, l'influence russe, selon toi ? Disons qu'il y a des choses qui sont vraies. Par exemple, on se rappelle des signes antisémites qui avaient été peints sur les murs de Paris par des Russes. Il y a des piratages qui ont été faits apparemment d'un hôpital récemment, tout ça. Donc il ne faudrait pas penser que les Russes sont nos amis et que Poutine est autre chose qu'un dictateur, un criminel de guerre qui est recherché par la Cour pénale internationale. Tout ça est vrai, mais il ne faut pas non plus donner trop de pouvoir, penser que le pouvoir russe est si important que ça. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça. Par exemple, quand le Nord Stream 2, donc le fameux gazoduc, a explosé en mer du Nord, on a pensé d'abord que c'était la Russie. En fait, maintenant, la thèse officielle, la version officielle du New York Times et des services américains, c'est que c'était les Ukrainiens. Et c'est aussi ce qu'a montré, sur quoi pointent les conclusions de l'enquête allemande. Donc pas la Russie. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, c'est comme le pays où il y a le plus d'agents russes de renseignement, etc. Et ils n'ont pas du tout réussi à retourner la société ukrainienne, à paralyser l'armée ukrainienne. Ça a été un échec complet militaire, mais aussi des services de renseignement, du coup. Donc ça montre encore qu'il ne faut pas leur attribuer plus de pouvoir qu'ils en ont. La défaite de Clinton, Wikileaks qui montre des emails, si les emails ont eu autant de prise, et c'est pas sûr que même les gens, même dans le documentaire sur les liens entre la Russie et Trump, le réalisateur ne dit pas que c'est ça qui a fait basculer l'élection. Mais si les Wikileaks a pu avoir de l'impact, c'est aussi parce que Clinton avait des grosses casseroles. Et si les démocrates s'étaient donné un autre candidat, il n'y aurait pas eu autant de problèmes à diffuser des emails qui ne faisaient que montrer les faits, en fait. C'était juste de l'information qui aurait pu être rendue publique par la campagne Clinton elle-même. Et il y a aussi la question de la manipulation de l'élection en Roumanie, une thèse que tu trouves douteuse.
Il faut être prudent parce que c'est probable que la Russie ait tenté et agi pour influencer l'élection, mais la raison qui avait été évoquée pour annuler l'élection, c'était une campagne russe d'influence de TikTok. Et en fait, ce qu'ont montré les médias roumains, et il y avait un article du Monde récemment qui aussi expliquait bien qu'il n'y avait pas de preuves formelles de l'implication russe et que tout ça était encore très pas clair, peu clair, et que justement en Roumanie c'était un problème parce qu'il n'y avait pas eu les preuves n'avaient pas été apportées de l'ingérence russe, mais par contre il y aurait eu en fait une campagne sur les réseaux sociaux payée par le parti au pouvoir sortant en pensant que justement de faire la campagne sur les réseaux sociaux de leur adversaire d'extrême droite, ça les favoriserait eux, quoi. Donc il y a un côté comme ça, on a tout de suite dit voilà, c'est la Russie qui manipule les élections, et en fait c'est pas du tout certain que ça soit ça qui a été le facteur déterminant en Roumanie non plus. Alors, Donc c'est pareil quand on dit que le Brexit, c'est les agents russes. Non, le Brexit, c'est surtout les Anglais qui, pour différentes raisons. Et en fait, juste pour terminer, le fait de tout expliquer par le prisme, c'est les agents russes qui manipulent les journalistes de Bolloré, c'est les agents russes qui font tout ça. En fait, ça exclut l'idée que ces personnes-là ont leurs propres agences, c'est-à-dire qu'ils sont leurs propres, ils sont maîtres de leur propre discours, quoi, et qu'ils peuvent répéter les éléments de langage de la Russie simplement parce qu'ils y croient ou veulent y croire, pas parce que des espions russes les ont manipulés, etc. Alors, pour entrer dans le fond, et on va finir là-dessus, en quoi toutes ces exagérations, parce qu'on n'a pas vu des choses totalement fausses, mais des choses montées en épingle, exagérées, en quoi ces exagérations au sujet de la Russie constituent-elles un problème? Parce qu'on a fait une émission bien détaillée là-dessus. Pourquoi c'est un problème, selon toi? Il y a le fait que en France, ça peut permettre de faire vendre un programme d'investissement dans la défense qui, du coup, c'est de l'argent qui va pas qui peut coûter à la protection sociale. Donc, si ça sert d'élément pour ensuite détruire le modèle social français, il faut peut-être se poser une question avant de sauter les deux pieds dans le truc, quoi. Et après, aux États-Unis, comme je le disais, ce fait d'avoir fait monter ça en épingle, c'est en partie expliqué pourquoi maintenant les États-Unis mènent la politique qu'ils mènent vis-à-vis de la Russie, parce qu'il y a eu une sorte de russophilie qui s'est installée dans la droite américaine et du coup une méfiance sur les adversaires de la Russie à cause de cette théorie complotiste un peu tirée par les cheveux. Et après, c'est aussi des choses qui ont été utilisées. Par exemple, Bernie Sanders, à l'époque de sa campagne en 2020, il avait été taxé de candidat favori de Poutine et ça avait été très dommageable pour sa campagne. Parce que comme les démocrates avaient été embrigadés dans cette histoire, du coup, il y a des fuites qui ont été organisées par les services secrets américains, qui ont été repris par le Washington Post et le New York Times pour dire, selon la CIA, Poutine voudrait que Bernie Sanders gagne les élections démocrates. Et du coup, tous les électeurs démocrates se sont dit, ah ouais, donc il ne faut peut-être pas qu'on vote pour Sanders. Donc ça a été très dommageable pour la campagne, pour la gauche radicale, tout simplement. Et on a vu aussi quand il y a eu l'histoire de l'ordinateur portable du fils Biden qui est sorti, qui s'est retrouvé dans les mains des journalistes proches du camp républicain aux États-Unis. L'affaire a été étouffée parce qu'il y a eu une lettre qui a été signée par 50 anciens membres des services de renseignement américains qui ont dit c'est de la propagande russe. Et en fait, on s'est rendu compte ensuite que c'était vraiment l'ordinateur de Hunter Biden. Et d'ailleurs, certaines des choses qui ont été découvertes dans l'ordinateur, il me semble, lui ont ensuite valu un procès. Donc ça encore, ça contribue au fait que si on essaie de tout expliquer par le complotisme et par ces histoires-là, d'abord on s'empêche de penser, et puis ensuite on se coupe un peu de... Les gens ne sont pas forcément idiots et ils récupèrent les informations et puis ils se rendent compte qu'on leur raconte des sornettes, quoi. Donc du coup, ça rend un message qu'on peut faire passer de gauche beaucoup moins audible pour des gens qui vont à la place se dire on prend pour des idiots. Ouais, en fait, développer des complots de bonne volonté, entre guillemets, avec des gros guillemets, ça fait en fait gonfler le complotisme adverse. Voilà, et pour terminer, je pourrais peut-être venir sur une chose, c'est il y a une thèse alternative au Russiagate
c'est en gros le Clinton Gate. Et il y a des éléments factuels qu'on pourrait mettre bout à bout qui sont aussi assez perturbants. Parce que donc il y a une note de la CIA qui avait été distribuée au FBI et qui a été publiée ensuite par les enquêtes internes, déclassées par les enquêtes internes du ministère de la Justice américain. C'est une note qui est adressée donc justement à cet enquêteur Peter Strotz là, sur lequel le documentaire repose beaucoup. Selon cette note, Clinton aurait demandé ou autorisé l'ouverture d'une enquête du FBI visant Trump pour faire diversion sur le scandale qui minait sa campagne à l'époque était celle de ses propres emails qu'elle avait effacés du temps où elle était responsable de la diplomatie américaine. Donc du coup, il y a une sorte d'indice ou de preuve matérielle du fait que ça serait en fait à la demande de Clinton qu'il y a eu ce début d'enquête visant Trump. Et il y a une deuxième note manuscrite qui va dans le même sens, qui est issue d'une autre partie d'un autre service des renseignements américains, qui dit aussi, voilà, il y a une discussion avec Obama pour autoriser l'ouverture de cette enquête à la demande de Clinton. Donc du coup, il y aurait des éléments tangibles pour dire que tout ça part de Clinton. Il faut savoir aussi que donc, le fameux dossier Steele sur lequel reposent toutes ces allégations, c'est les équipes de campagne de Clinton qui l'ont payé. Et le fameux piratage des emails, c'est aussi c'est les équipes de Clinton qui ont refusé de donner les serveurs au FBI et qui ont juste fourni une copie de certaines parties du serveur pour aider l'enquête, mais qui n'ont pas donné les serveurs eux-mêmes. Donc du coup, ça alimente la suspicion que peut-être que même les accusations comme quoi ça serait des Russes qui auraient volé les emails, c'est pas vrai. Donc tout ça mis bout à bout, eh ben, ça permet, et si on rajoute le fait qu'il y a eu tout un tas d'abus du FBI qui ont mis sur écoute des proches de Trump en ne respectant pas les procédures, pour des motifs bidons ou sur la base en mentant, puisque ce que j'avais pas dit, c'est que Carter Page, là, en fait, c'était un agent de la CIA qui renseignait la CIA en Russie. Donc ça, c'est des éléments qui n'avaient pas été donnés aux juges qui ont autorisé les écoutes. Donc tout ça construit l'idée que c'est piloté par Clinton et ses proches, une enquête visant Trump pour le déstabiliser, avec la participation des membres des renseignements américains qui, on l'a vu dans les échanges de textos, avaient un biais contre Trump, ce qui peut se comprendre parce que quand Trump est élu, c'est quand même un choc pour beaucoup de gens aux États-Unis. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est pas démocratique du tout. Et c'est une autre façon d'expliquer cette fameuse cette fameuse affaire du Russiagate. Moi, je ne suis pas sûr du tout que ça soit une explication plus convaincante, mais c'est une explication qui a convaincu beaucoup de gens et qui a un contre-récit qu'on pourrait aussi construire en faisant un documentaire sur fond d'espionnage, tout ça, dramatique, en mettant des éléments bout à bout sur les compromissions de Clinton, etc. Donc ça montre en fait que tout ça, c'est un peu du temps perdu par rapport aux enjeux en question. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous nous regardez par YouTube, et via l'adresse contact@mediatv.fr. Si vous nous regardez à la télé, partagez cette vidéo, mettez des petits pouces en haut, regardez-nous sur YouTube, sur Molotov, sur le canal 165 de la Freebox, et si vous le pouvez, bien entendu, sautez le pas, devenez sociétaire, abonné ou donateur du média en allant sur lemediatv.fr/soutien. Dans tous les cas, restez connectés aux médias.